Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est à nouveau un grand plaisir d'être parmi vous donc pour votre colloque. Merci Nicolas, merci Anne-Catherine, merci Michel, donc, qui ont un rôle important à l'Union française de l'électricité. Alors ce matin, bien entendu, je ne peux pas faire abstraction du discours de politique générale du Premier ministre que j'ai, comme vous tous, écouté très attentivement hier soir. J'ai également lu aussi les réactions dans la presse ce matin. Voilà, et peut-être en introduction, je voudrais, disons, faire un appel à nos responsables politiques. Et dans nos responsables politiques, je mets bien entendu également les parlementaires. Tout d'abord, premier point, c'est ne pas céder à la tentation de politiser les technologies. Nous avons besoin de toutes les technologies bas carbone. Et donc, cela a été rappelé ce matin par notre ministre de l'Énergie, nous ne politisons pas les technologies bas carbone, nous aurons besoin de tout, éolien, solaire, nucléaire, hydraulique. Deuxième message également, c'est que nous avons eu ces dernières années, et je suis aujourd'hui une présidente assez aguerrie, beaucoup de concertations autour d'une programmation pluriannuelle de l'énergie. Beaucoup de concertations, donc j'ai entendu également que nous allons remettre sur le chantier la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est une bonne chose, mais je dirais ne repartons pas de zéro. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas de temps à perdre, le temps nous est compté, ne repartons pas de zéro. Le troisième message également que je voudrais passer à nos responsables politiques ce matin, c'est de ne pas sacrifier nos enjeux structurels de moyen terme à des enjeux de court terme, même si ces enjeux sont évidemment des contraintes budgétaires importantes que nous n'ignorons pas. Nos industries sont des industries du temps long et nous avons besoin de stabilité et de visibilité. Voilà, ensuite, peut-être je reviens au point qui justifie mon intervention ce matin, c'est revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'électrification comme moteur de la transition énergétique. Alors, ça a été abordé un tout petit peu, mais je crois que ce sera l'objet de la table ronde qui suit. Pourquoi électrifier ? Eh bien, pourquoi électrifier ? Parce que s'il n'y a pas de demande d'électricité, il n'y aura pas de développement de l'offre d'électricité, des capacités de production d'électricité. C'est aussi basique que cela. Pourquoi électrifier ? Parce que l'électrification et la décarbonation, cela va ensemble. Nous avons en France un atout important qui est que notre parc de production est à 95% décarboné. Donc grâce au nucléaire, grâce à l'hydraulique, grâce aux énergies renouvelables. Et l'électrification, si on suit les trajectoires de neutralité carbone 2050, dans lesquelles nous nous inscrivons pleinement, eh bien, l'électricité doit être un vecteur pour réduire nos dépendances aux énergies fossiles importées et donc pour décarboner. Alors, évidemment, nous n'en sommes pas tout à fait à la trajectoire de neutralité carbone dans nos usages de l'énergie, dans tous les secteurs. Les 2/3 de nos usages, de nos consommations, sont encore dépendantes des énergies fossiles. Donc nous voyons bien le chemin à parcourir et nous voyons aussi que l'électrification aujourd'hui ne décolle pas, voire même a tendance à stagner. Ça, c'est un vrai sujet. Et je l'ai dit parce que s'il n'y a pas de demande d'électricité, et ça n'obère pas la nécessité de faire et de l'efficacité énergétique et de la sobriété dans toutes les énergies, y compris l'électricité, mais en particulier sur les consommations d'énergie fossile, évidemment. Mais si la demande d'électricité et l'électrification, ce moteur ne décolle pas, eh bien évidemment, nous aurons beaucoup de mal à développer des capacités de production renouvelables et aussi à financer la modernisation de nos réseaux qui est requise par la transformation de notre système électrique. Alors pour électrifier, il y a des solutions. Et je voudrais ici être assez concrète pour dire qu'il y a des solutions et que ces solutions sont bonnes pour le pouvoir d'achat. Je vais prendre 2 exemples. La pompe à chaleur, elle produit en moyenne 4 fois plus de chaleur
qu'elle ne consomme d'électricité. Elle émet 10 fois moins de CO2 qu'un moyen équivalent aux énergies fossiles. Et elle permet de réduire le budget chauffage des ménages jusqu'à 50%. La pompe à chaleur est bonne pour le pouvoir d'achat des ménages. Le véhicule électrique. Bien sûr, l'achat du véhicule électrique mérite d'être accompagné pour les ménages les plus modestes, car à cause de la batterie, le véhicule électrique est plus cher à l'achat. Mais à l'usage, la voiture électrique se révèle moins chère. Une recharge à domicile coûte 4 fois moins cher par kilomètre parcouru qu'un plein moyen sur un véhicule thermique équivalent. C'est une économie jusqu'à 1 000 € par an pour un ménage, sans évoquer à ce stade le fait que nous pourrions aller beaucoup plus loin sur le développement des tarifs heures pleines, heures creuses et inciter à la recharge pendant les heures creuses. Voilà des exemples pour dire que l'électrification est bonne pour le pouvoir d'achat et elle est bonne évidemment pour nos filières et elle est bonne pour la transformation du système électrique, du système énergétique dans sa globalité. Donc moi aussi j'ai entendu en effet, et on a besoin d'avoir le projet de loi de finances 2025 pour savoir si, pour faire des réductions sur les dépenses, on va rogner sur les mesures d'accompagnement des ménages les plus modestes dans cette électrification. Voilà, j'attire l'attention sur ce point. Nous espérons que cette dynamique ne sera pas cassée parce que dans le moyen long terme, l'électrification, c'est bon pour la décarbonation, c'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon pour notre indépendance énergétique. Alors un autre sujet qui est souvent un peu l'impensé dans la transformation de notre système énergétique, c'est la fiscalité. Et là aussi, l'Union française de l'électricité, avec tous ses adhérents, appelle à une meilleure cohérence de la fiscalité pour que cette fiscalité, elle soit plus climatique et beaucoup moins de rendement. Alors, bien sûr, nous n'ignorons toujours pas la problématique des finances publiques. Mais aujourd'hui, nous voyons que les idées fleurissent et que la tentation est grande de créer des nouvelles taxes et de taxer l'électricité. Alors, on a entendu parler de taxes sur les capacités installées, taxes sur les capacités installées sur notre sol national, qui serait véritablement un contresens par rapport à l'incitation à investir sur des capacités nationales qui sont déterminantes pour notre indépendance énergétique et qui seraient par ailleurs décarbonées. Donc ça, c'est un point sur lequel nous avons alerté donc, nos responsables politiques, que ce serait vraiment absolument un contresens. Mais derrière cette question-là, il y a aussi la question de l'assise, ce qu'on appelle la TICFE, donc l'assise sur l'électricité. Alors évidemment, l'électricité est un bien vital dont tout le monde a besoin, donc c'est assez facile de se dire que taxer un bien de cette nature-là, assiette large, beaucoup de rendement. Simplement, là aussi, les enjeux de moyen terme seraient obérés par une taxation qui n'intégrerait pas la dimension de la décarbonation. Alors, j'avais préparé un tout petit slide, mais peut-être qu'il pourra être distribué, qui montre en effet que l'électricité, aujourd'hui, elle est, selon les énergies, les produits énergiques, 5 à 10 fois plus taxée que le gaz, que le pétrole, que l'essence, aujourd'hui. Donc c'est factuel. Bon, le slide ne peut pas s'afficher, mais vous pourrez en avoir la disposition. Vous n'ignorez pas non plus que la facture d'électricité, c'est 3 parties. C'est la partie marché, c'est la partie tarif de réseau pour financer l'adaptation de nos réseaux, et c'est la partie taxe. La partie taxe, c'est à peu près 1/3 de la facture. Voilà. Et donc cette assise de l'électricité, elle a été mise au plus bas pendant la période de la crise. Donc elle a déjà été remontée presque à son niveau d'avant-crise. Il est question de poursuivre cette augmentation de cette assise sur l'électricité. Et moi, là aussi, je souhaiterais alerter sur le fait qu'il faut replacer
une éventuelle augmentation de l'accise dans le contexte global de cette facture d'électricité pour que finalement peut-être cette assise tienne compte aussi du réinvestissement dans les réseaux, donc de la partie acheminement, en intégrant évidemment le fait que le marché aujourd'hui est revenu plutôt à la normale, voire parfois à certains moments avec des prix négatifs. Donc on doit pouvoir avoir une vision intelligente et prospective de la facture d'électricité dans ces trois parties pour ajuster la partie fiscale, voilà, en évitant que cette partie fiscale ne soit gérée que dans un court-termisme et qui, par ailleurs, irait à l'encontre de l'électrification. Donc peut-être une assise flottante, je mets ce mot comme ça à la réflexion de tous, nous aurons l'occasion d'y travailler. Donc vous voyez bien que l'électrification suppose des gestes ou aussi d'éviter des décisions qui auraient des effets pervers structurels très lourds. Alors aujourd'hui, nous sommes au carrefour des chemins. Notre système électrique, au sein de notre système énergétique, et il faut toujours replacer le système électrique dans le système énergétique, est dans une profonde transformation. Donc c'est pour ça que je vois Madame Laornès qui est présente ici, que je salue au passage. La programmation pluriannuelle de l'énergie, nous en avons besoin. Nous avons besoin de visibilité et de stabilité parce qu'on ne transforme pas un système avec des effets de stop and go. Et restons sur toutes nos technologies et avançons et intégrons l'adaptation des réseaux. Derrière les réseaux, derrière les filières éoliennes, solaires, nucléaires, hydrauliques, pompes à chaleur, électrolyseurs, on a des filières industrielles. Ça a été largement évoqué pendant la table ronde. Nous avons aussi besoin, avec cette visibilité, de pouvoir restructurer et réindustrialiser sur notre sol, en Europe, des chaînes de valeur pour lesquelles nous pourrons avoir une maîtrise, pas totale, mais une maîtrise au moins à minima de notre souveraineté et de notre approvisionnement pour éviter d'être dans une nouvelle forme de dépendance. Peut-être quand même derrière tout ça, nous avons une réflexion commune à poursuivre, c'est l'évolution des profils de consommation. Dans cette transformation du système électrique, aujourd'hui, demain, nous ne consommerons plus, nous ne devrons plus consommer de la même manière. Alors, on peut parler de quantité, mais il faut aussi parler de temporalité, puisqu'avec les énergies renouvelables, évidemment, le soleil, le vent, l'énergie, la production sera variable à différents moments. À nous d'accompagner des évolutions de consommation plus flexibles qui pourront s'adapter à des productions de capacités décarbonées qui seront elles-mêmes plus flexibles. Donc c'est un sujet sur lequel je nous invite à continuer à travailler au-delà du sujet des heures pleines et des heures creuses. Je pense qu'il y a énormément de sujets autour du stockage, de la flexibilité. Je crois que c'est des sujets que vous allez évoquer tout à l'heure. Les ouvrages électriques, notre indépendance nationale sur, et je le disais, je crois, lors de du dernier colloque de France Renouvelable, je souhaitais, et je passe un appel aux Français pour redonner aux Français la fierté de produire leur électricité décarbonée sur leur territoire national, comme gage d'indépendance et comme gage de compétitivité également. Eh bien, derrière cela, il y a un autre sujet de réflexion très important qui est le partage de la valeur avec nos territoires, parce que toute cette transition énergétique ne se fera pas sans les élus, sans les citoyens, en se réappropriant les ouvrages de production d'électricité, les usines de production d'électricité, que ce soit des champs éoliens, des fermes solaires, des centrales nucléaires ou des grands barrages, des usines de production dans nos territoires, et qu'on se réapproprie ces usines comme un atout de compétitivité et pour la maîtrise de notre pouvoir d'achat. Donc, partage de la valeur. Alors, on a fait des propositions, on n'est pas allé jusqu'au bout. Il faut continuer sur l'IFER, qui est un impôt sur les capacités, mais redistribué au niveau des communes et des intercommunalités. Allons plus loin sur cette question du partage de la valeur et je crois que c'est un des sujets que vous allez traiter ensuite. En conclusion, si on regarde de façon silotée tous ces sujets, eh bien, on a envie de se dire qu'on n'a que des problèmes. Mais lorsqu'on va au-delà des silos, quand on
on essaie d'embrasser large, d'avoir une vision d'ensemble, eh bien, on voit qu'il y a des synergies possibles et qu'il y a des synergies absolument évidentes. Je prends là aussi un exemple. Si on électrifie la mobilité avec la recharge des véhicules électriques, on peut bénéficier de l'énergie produite solaire, méridienne, on va dire, temporelle méridienne, voire utiliser sa batterie pour stocker, déstocker. Et donc, on voit bien qu'on a intérêt à travailler nos capacités de production nationales, locales, en même temps qu'on travaille dans une vision et une approche de la consommation, de l'adaptation de ces façons de consommer et d'utiliser les usages électrifiés. Et de cette manière-là aussi, je dirais que nous optimiserons nos investissements dans les réseaux, puisque si on rapproche les consommations et les productions, nous aurons moins besoin, même si nous aurons quand même besoin, nous aurons moins besoin d'upgrader et de développer ou de renforcer les réseaux. Donc c'est gagnant-gagnant. Et voilà, c'est mon mot de fin et de conclusion. Je souhaite un très bon colloque toute la journée et je vous invite à réfléchir large, à penser au-delà des silos. Merci à vous.